Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. 50 milliards de francs CFA, c'est la somme que les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale comptent mobiliser pour tordre le cou au Boko Haram. Chacun de ces pays devrait également engager 60 hommes pour aller au front et combattre la secte islamiste. Voilà entre autres résolutions prises ce jour à Yaoundé au terme du sommet extraordinaire. Notons également qu'au cours de son discours inaugural, le président en exercice de la CEAC a également émis le souhait que des décisions immédiates et concrètes soient prises au terme de ces travaux. Ce souhait du président tchadien Idriss Déby peut-il être réel? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal. Et en politique, encore une défection enregistrée dans les rangs du Social Democratic Front. Elisabeth Amandjon a jeté l'éponge au cours de la réunion du NEC qui s'est tenue le week-end à Bamenda. Les raisons de la démission de la secrétaire générale du parti La Balance dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par ce petit groupé des chefs d'État, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale contre Boko Haram. Réunis ce jour à Yaoundé dans le cadre d'un sommet extraordinaire, Paul Biya et ses pairs ont donc pris la décision de mettre un terme aux actions menées par la secte islamiste dans la sous-région. Retour sur cette séance extraordinaire, cette session extraordinaire du côté de Yaoundé avec Joël Essengue et Marcelin Ganson. Debout, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC unissent leurs forces pour éradiquer la menace Boko Haram. Boko Haram doit savoir que, comme disait le stratège chinois Sun Tzu, la guerre est semblable au feu. Lorsque se prolonge, elle met en péril ce qui l'a provoqué. Qu'il s'agisse de Idriss Déby Itno ou de Paul Biya, les deux chefs d'État qui ont pris la parole tout en dénonçant les atrocités que génère la guerre contre Boko Haram, ont appelé à plus de solidarité. Oui, l'Afrique centrale doit tout faire pour barrer la voie à cette nébuleuse qui a tant fait du mal. Notre combat est aussi celui de l'ensemble de notre organisation. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Mais l'appel à une solidarité agissante va au-delà des frontières sous-régionales et même régionales pour toucher le cœur du monde entier. À ce sujet, un vent favorable a commencé à souffler et on n'attend plus que la concrétisation des différentes promesses. Nous invitons également la communauté internationale à apporter tout son soutien matériel, diplomatique, financier, logistique et humanitaire aux efforts de la CAC et de ses États pour combattre Boko Haram. Mon souhait est que nos travaux puissent déboucher sur les actions immédiates et concrètes à entreprendre dans la lutte contre Boko Haram. Quelle qu'elle soit, la stratégie adoptée à Yaoundé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC devrait épouser les contours des initiatives déjà prises, à l'instar de la décision de créer une force multinationale mixte de 8700 hommes afin de tordre le cou à Boko Haram. Décision prise le 7 février dernier à l'issue de la réunion des experts militaires des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, plus le Bénin. Avec les assises de Yaoundé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Boko Haram rencontrera désormais une résistance farouche. Mieux, un petit groupé des États décidé à en découdre.
a signalé que 6 chefs d'État sur les 10 attendus ont effectivement pris part aux travaux de Yaoundé. Ceux du Burundi, de l'Angola, de Sao Tomé et Principe et de la RDC ayant été représentés. Eh bien, il faut dire à la suite de Marcelin Gansop que le sommet extraordinaire de la CAC a effectivement pris fin ce soir du côté de Yaoundé sur une note de satisfaction si l'on s'en tient au communiqué final ayant donc sanctionné les travaux et sur lequel nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Mais il faut noter que les présidents tchadiens Idriss Déby Itno, celui de la Guinée équatoriale Teodoro Biangema et Ali Benbogo du Gabon ont déjà quitté Yaoundé et sont sur le point de le faire. Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine. Toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, on parle de cette marche de soutien des forces vives à l'endroit de nos forces des armées au front avec donc ces populations et élites du ONCAM. On parle d'un peu plus de 10 000 personnes qui ont donc répondu présent à cette marche, comme vous le pouvez d'ailleurs le voir à l'image à laquelle prenait part l'autorité traditionnelle, administrative et même religieuse du département du ONCAM. Suite donc après cette marche, on a également suivi la messe, un culte œcuménique qui a été dite pour la mémoire de ces soldats tombés au front. Les partisans ont tenu à dénoncer les exactions commises par la secte islamiste Boko Haram. Voici à présent quelques réactions recueillies après cette marche. C'est avec notre correspondant permanent du côté du ONCAM. Tous ceux qui sont sur le sol oncamois, de rester vigilants, de ne pas se laisser tromper par les mauvais esprits. Si quelqu'un rencontre un être suspect dans son coin, dans son quartier, dans son village, qu'il le dénonce, qu'il aille dénoncer. Toutes les communautés de foi, à savoir les protestants, les catholiques et musulmans, pour qu'ensemble, en communion avec l'ensemble du peuple de Dieu, que nous puissions nous mettre à genoux pour lutter contre la nébuleuse Boko Haram, qui est un mal diligenté par les services des diables pour désorganiser notre État, mettre le désordre dans notre pays. Voilà, on parle de politique sur le plan local. Le Social Democratic Front, une fois de plus dans l'actualité, des démissions. La secrétaire générale de cette formation politique, Elisabeth Amanjon, a jeté l'éponge. C'était au cours de la session du NEC, qui est l'organe suprême de cette formation politique tenue à Bamenda. Sur les raisons de cette démission, voici le reportage de Guy Zogo. Jusqu'où ira l'hémorragie au sein du SDF? Si l'on ne le sait, on peut en revanche affirmer qu'elle est loin de s'arrêter. Au cours du National Executive Council, NEC, l'instance fêtière de ce parti, le week-end dernier à Bamenda, la quasi-inamovible secrétaire générale du SDF depuis 9 ans, Elisabeth Tamanjon, a rendu son tablier. Selon des sources concordantes, elle reproche à la hiérarchie de son parti de l'avoir confinée à un rôle de faire-valoir, sans aucun véritable pouvoir. Cependant, pour couper court devant d'éventuelles spéculations qui pourraient insinuer qu'elle a quitté le SDF, elle a tenu à préciser qu'elle reste militante du parti du 26 mai 90. Elle a en outre souhaité que la fonction de secrétaire générale au sein du SDF soit désormais élective. Cette énième démission d'un éminent cadre du SDF confirme une interminable saignée qui a déjà vu de nombreuses autres têtes couronnées de ce parti rouler sur le bio. Pour le moment, on ne sait qui va succéder à Elisabeth Tamanjon. Eh bien, entre autres résolutions prises au cours de la session du NEC à Bamenda, on note que l'organisation de renouvellement des organes de base dans le Vouri, c'est dans la région du littoral, seront donc ces élections vont être reportées, seront donc réorganisées, alors qu'on avait déjà noté la tenue des élections, une élection qui avait porté à sa tête Lotine Samet dans le Vouri. Retrouvons une fois de plus nos reporters Flavien Valondongo et Georges Mitterrand. Les divergences observées au sein du SDF, le Social Democratic Front littoral, au sujet de la réorganisation des structures de base, trouveront bientôt solution.
L'instance suprême du parti de la Balance vient de confier le dossier à celui qui semblait avoir été méprisé par certains de ses camarades dans le littoral. Le NEC a tranché. Maintenant, je pense que tout le monde va en faire revenir à la raison et que le travail va continuer sereinement sur le terrain sous la houlette du sénateur Tchoumalou. Assambou, évoqué ici, est pointé du doigt par ses camarades du parti comme instigateur du désordre qui règne au sein du SDF dans le littoral, ceci à travers l'organisation d'une élection au niveau départemental et de manière illégale. Cette élection a été tout simplement invalidée, de même que toutes les élections qui ont été organisées dans ces conditions après la décision du NEC du 8 novembre, et c'est le sénateur Tchoumelou qui va reprendre tout le processus. Dans le camp d'en face, le NEC, le comité exécutif national, ne s'est pas encore prononcé sur la question et que le dernier mot reviendrait au président du comité de coordination des activités dans le littoral. Au jour d'aujourd'hui, cette élection n'a pas été invalidée, je le précise. Maintenant, ça ne vous garantit pas qu'elle sera au prochain NEC validée, puisque le nouveau coordinateur, le nouveau président de la commission a été clairement nommé. Il reviendra à lui donc de nous dire clairement si cette élection qui s'est tenue donc à Bonabéry sera ou non considérée comme valable. Les différents recours introduits par les sanctionnés, notamment Lotine Samé et ses camarades, n'ont pas encore été examinés par l'instance supérieure du parti de la Balance. Parce que pour lever une sanction, il faut bien évidemment que l'instance supérieure statue là-dessus. Le NEC a juste transmis les recours au sénateur Jean Tsoumelo pour étude et appréciation. Pour l'heure, le climat reste délétère au sein du SDF dans le département du Vouri, ceci en attendant que le sénateur se prononce. Eh bien, dans le registre des faits suscités dans ce journal, on parle de ce bilan qui a fait un blessé et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré il y a quelques jours seulement du côté de Bafan, plus précisément au quartier Artisanat, en face de la sous-préfecture. Selon les témoins, le feu serait parti d'une bougie et l'incendie a donc causé de nombreux dégâts, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image. Voici à présent la réaction de l'une des victimes de cet incendie au micro de notre reporter. Il se pourrait que le feu ait quitté de la chambre du bailleur et le bailleur n'a pas signalé à temps. Si le bailleur avait signalé à temps, ça ne devait pas prendre toute la maison parce que le feu est parti de sa chambre jusqu'à prendre toute la grande maison avant qu'on ne soit au courant. Et nous sommes venus, on a tout fait pour arrêter. On a cassé un tuyau quelque part, on a branché le tuyau de la prison ici pour pouvoir éteindre le feu avec. On a aussi, au début on a commencé avec les troncs de bananier, on a découpé ça dans la cour pour lancer sur le feu, croyant que ça pouvait s'arrêter. Mais ça n'a pas pu arrêter pour le feu. En sport, à présent, on parle des coupes africaines de football. Unisport du Onkam prend l'avance sur l'Olympique de Gor du Sénégal en match comptant pour la phase allée des préliminaires de cette compétition. La rencontre s'est disputée hier au stade de la réunification de Douala. Voici à présent les temps forts de cette rencontre avec RVK. L'Unisport du Onkam n'a pas raté ses débuts en compétition continentale. Le Flambeau de l'Ouest, qui recevait l'Olympique Gor du Sénégal, n'a pas tremblé face à l'inconnu du championnat sénégalais. On retrouve certaines nouvelles recrues du Flambeau de l'Ouest dans le 11 de départ du coach serbe Sinisa Jovanovic. Le club du Onkam a clairement le niveau de son adversaire dans ce match au stade de la réunification de Bepanda. Le Flambeau de l'Ouest est à la manœuvre pendant la plus grosse partie de la première manche. C'est à la 44e minute que Zé Ludovic débloque le compteur but de Tamcourt en reprenant ce corner de la tête. L'Unisport du Onkam va gérer la rencontre et conserver jalousement ce but jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre gabonais. Eh bien,
bien, signalons pour être tout à fait complet avec ces rencontres comptant pour la phase préliminaire de la Coupe. Il faut dire qu'il y a également eu des rencontres le week-end, samedi, toujours au stade de la réunification. La Panthère sportive du Ndé est tombée sur ses propres installations, battue 0 but contre 1 contre la formation Rayon Sport du Rwanda. Notre représentant du Cameroun, Cosmos Football Club du Mbam, est tombé en déplacement du côté de Kampala, battu également sur ce même score d'un but à 0. Et on parle à présent de la Coupe d'Afrique des Nations, version cadette, la compétition qui a donc débuté hier. Et les Lionceaux du Cameroun sont actuellement face aux Aiglons du Mali, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image, les Poulains de Joseph à Tangana, qui livrent donc la première journée du groupe B. La rencontre est actuellement rendue à la deuxième mi-temps et le score est d'un but partout entre les Lionceaux du Cameroun et les Aiglons du Mali. Il faut dire que ce sont d'abord les Aiglons du Mali qui ont ouvert la marque avant de se voir rattraper au score par les Lionceaux du Cameroun. La compétition a débuté hier avec les résultats ci-après. Le Niger, le pays hôte, tombe face au Nigeria, battu 0 but contre 2. Dans l'autre rencontre, la Guinée-Conakry a pris le dessus sur la Zambie, battu 1 but à 0. La prochaine rencontre dans ce groupe du Cameroun oppose donc la Côte d'Ivoire à la République sud-africaine. Eh bien, c'est la fin de la première partie de ce journal. Dans quelques instants seulement, je vous invite à nous joindre dans le cadre de l'invité du journal. Eh bien, l'événement qui cristallise l'actualité ce jour au Cameroun, c'est bien évidemment ce sommet extraordinaire qui a donc réuni à Yaoundé les chefs d'État et membres du gouvernement des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en rang serré contre la secte islamiste Boko Haram pour analyser ce sommet et même cette situation qui est prévue depuis des mois dans la partie septentrionale du pays et même dans les pays voisins tels que le Tchad et du Nigeria. Nous recevons un sociopolitologue. Il s'agit du docteur Charles Ngadisuna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'université de Douala. Alors, quelle peut être l'analyse que vous faites de ce sommet extraordinaire qui a pris fin du côté de Yaoundé ce soir? Déjà, merci pour le privilège que vous m'accordez par le biais de votre chaîne de pouvoir diviser sur une problématique d'actualité brûlante qui est effectivement Boko Haram. Alors, disons que sur le fait d'actualité, il est difficile de s'accommoder d'une lecture singulière ou bien univoque. Alors, un courant de pensée peut établir effectivement qu'il relève ce balai diplomatique, ce déferlement du président et chef d'État à Yaoundé relève simplement d'un balai ou alors d'un folklore politique. Un autre courant de pensée peut également établir que c'est en fait le retour en force de l'union sous-régionale qui est établie, qui avait maille à partir avec certaines crises sous-régionales. Alors, on peut quand même dire, en suivant le communiqué final qui a sanctionné ces travaux de Yaoundé, entre autres la décision de ces chefs d'État, au moins des pays membres de la CAC, de mobiliser 50 milliards de francs CFA pour lutter contre Boko Haram. C'est exorbitant ou alors c'est insuffisant par rapport à la menace que représente la secte islamiste dans les pays, certains pays de la sous-région? Alors je crois que 10 délégations relevant de la sous-région, même si c'est 6 présidents effectivement qui ont été présents, ajouté à cela l'Union africaine et l'ONU, je crois que le montant est à la hauteur du potentiel réel des États de la sous-région et en équivalence avec la prépondérance du mal Boko Haram qui effectivement touche finalement 2, 3, 4 pays, voire toute la sous-région. Donc il n'y a pas de démesure en fait dans le montant qui a été avancé. Alors, parlons à présent de l'impact que ce sommet pourrait avoir sur cette lutte que le Cameroun mène déjà aux côtés des forces, des éléments du Tchad qui sont au front depuis un certain temps dans la région de l'extrême nord. Et le président Idriss Déby, d'ailleurs, en président à l'exercice de la CAC, a d'ailleurs souhaité au cours de son discours inaugural que ces travaux aboutissent à des décisions immédiates et concrètes.
Est-ce que cela peut être réalisable dans les jours à venir? Je crois que disons que ce déploiement fort des chefs d'État relève d'abord, on peut le souligner, de la forte diplomatie de présence du chef de l'État. Voyez-vous, 10 chefs d'État mobilisés relèvent, je crois, que d'un potentiel psychologique de requinquer le moral des troupes et de prendre la mesure de la situation et même bien plus de dissuader effectivement les tenants de cette secte finalement. Alors, que peut être le degré d'implication des autres pays qui ne sont pas directement concernés par la secte, par le Boko Haram? On a entre autres le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon ou encore le Burundi. Alors, ne faisons pas la fine bouche. Je crois que vous avez d'ailleurs tout à l'heure montré, le président Obiangema Bazogo était là, le président Ali Bongo était là. Donc, finalement, ce n'est pas l'affaire seulement du Nigeria, du Tchad ou du Cameroun qui sont touchés au premier chef. C'est une affaire sous-régionale, c'est une guerre qui touche tout le monde, la menace elle est globale. Et la menace est globale telle que vous le dites, ce sont des décisions fortes qui ont été prises et ces pays également ont